Bonsoir, bienvenue sur Infocrime, votre chaîne de faits divers. Aujourd'hui, on va traiter la dernière affaire qu'on a à traiter parmi les cold cases qui sont sur la liste qu'a dressée l'OCRVP par rapport au Fourniret. C'est une des affaires les plus vieilles et c'est en même temps une des affaires où la victime est une des plus jeunes. C'est l'affaire Anaïs Marcelli qui a été tuée à Mulhouse en 91. Alors on va voir ce qui s'est passé. Alors, aux alentours de 18h, le soir du 14 janvier 1991, Anaïs Marcelli, 10 ans, quitte l'école Nordfeld qui se situe rue de Battenheim à Mulhouse. Elle doit regagner son domicile qui se situe à seulement quelques centaines de mètres de là, aux 2 rue de Zurich. Un camarade à elle la voit au niveau de la rue de Stalingrad. C'est le dernier à avoir vu Anaïs vivante. Vers 18h20, ne la voyant pas arriver, sa mère elle décide de faire le chemin qu'aurait dû emprunter Anaïs en promenant le chien pour voir si elle ne la voit pas. Ne la voyant pas, elle regagne le domicile où il y a déjà son compagnon qui n'est pas le père d'Anaïs mais son beau-père. Ensemble, ils vont appeler les parents d'amis d'Anaïs pour voir si elle n'est pas chez eux. Personne ne l'a vue. Inquiet, donc la mère, le beau-père, le grand-père d'Anaïs, qui est le père adoptif de la mère d'Anaïs, et le père d'une amie d'Anaïs, ils vont se mettre à la chercher de partout. Malheureusement, il n'y a aucune trace de la fillette. La police, elle sera prévenue vers 20h. Alors au début, il y a la piste de la fugue qui va être évoquée, parce que Anaïs, elle évoluait dans un milieu, je cite, fragile. En fait, elle ne supportait pas la séparation de ses parents. Avant, elle vivait avec son père jusqu'en septembre de l'année précédente. Là, elle vivait avec sa mère depuis quelques mois. Tout allait bien apparemment. Mais d'après ce qu'il se raconte, sa mère et son beau-père, ils étaient un peu en dépression. Donc en gros, c'était pas la joie tous les jours chez Anaïs. En plus, la veille, Anaïs, elle s'était fait un peu gronder parce qu'elle avait oublié ses devoirs à l'école. Alors, la police, ils ont pensé qu'elle avait pu partir un peu boudée, quoi. Mais bon, l'hypothèse de la fugue, elle est en tout cas vite abandonnée. Parce que la police et les proches, ce jour-là, ils vont chercher la petite jusqu'à 2h du matin, malheureusement sans la retrouver. Et bon, après, dans les jours qui suivent, il y a des dizaines de perquisitions qui sont faites dans le quartier. Il y a le canal du Rhône qui est vidé. Ils ont dû aussi passer au crible les emplois du temps des gars qui étaient condamnés pour meurtre dans le coin. Ils sont même allés voir les prostituées pour voir si elles n'avaient pas qui avaient des clients bizarres ou si elles ne savaient pas quelque chose. Si elles n'avaient pas entendu que Anaïs elle était dans un réseau ou quoi. Mais pareil, ça n'a rien donné. Le papa d'Anaïs, le vrai, pas le beau-père cette fois, le vrai père qui habitait pas à Mulhouse, il a fait une apparition dans les médias où il s'adressait à sa fille. Il y a des bénévoles et des chasseurs qui ont fait des battues et ça n'a rien donné. Et après ça, bon, il y a eu les voyantes, les radiesthésistes et tout ça comme d'habitude dans ce genre d'affaires. Et surtout, il y a eu des corbeaux. On va voir ça au fur et à mesure. Mais dès le 24 février, un mois et demi après la disparition de la petite, elle est toujours portée disparue. Et il y a quelqu'un qui a appelé la famille en laissant un message sur le répondeur comme quoi il voulait une rançon. Le 27 mars, il y a un taré qui a envoyé une lettre destinée aux camarades d'Anaïs, aux camarades de classe, et dedans il dit des insanités, comme quoi il voulait mettre Anaïs enceinte, des trucs comme ça. Et cette lettre, elle est postée du 18e arrondissement de Paris. Alors bon, vous me dites Paris, depuis que le grêlé a été arrêté, et qu'on sait qu'il travaille en région parisienne, ça peut faire tilt, mais bon, on ne peut pas le mettre à toutes les sauces. Donc voilà, il y a eu une lettre qui a été postée de Paris, mais
Rien ne pointe vraiment vers le grêlin. Anaïs ne sera retrouvée que le 21 avril, lorsque des randonneurs vont tomber sur son corps, caché dans une tombe peu profonde derrière un mur de soutènement au bord de la nationale 66 au col de Bussang. Elle est entourée et recouverte de pierres. Il n'y a que la tête et les membres inférieurs qui dépassent. L'autopsie, elle montre qu'elle est morte asphyxiée, sûrement suite à une strangulation. Elle a des ecchymoses au coude et au poignet droit, ce qui pourrait laisser penser qu'elle s'est débattue. Elle a des ecchymoses au dos. Alors ça c'est pareil, ça pourrait laisser penser au grêlé. Pourquoi? Parce que le grêlé c'était un policier et à l'époque il y avait des techniques d'immobilisation où il fallait appuyer sur le dos en fait. Voilà, mais j'ai rien trouvé pour l'instant qui pourrait le mettre là-bas à Mulhouse. Et comme je vous ai dit, on ne peut pas le mettre à toutes les sauces, mais c'est vrai que le grêlé, ça pourrait expliquer. Voilà, il la voit sortir de l'école, il sort la carte de police, il embarque, il la menotte ou quoi, ce qui peut expliquer la marque au poignet, il la menotte à quelque chose, et il essaie de l'immobiliser parce qu'elle essaie de se débattre, et après il la tue, mais bon, j'ai rien trouvé pour le mettre là-bas, voilà. Après ça peut être lui qui était là-bas pour une raison ou pour une autre. Enfin. Sinon, sur le corps, il n'y a pas de traces d'agression sexuelle. Mais bon, elle a été retrouvée 3 mois après, alors je sais pas s'il n'y a pas de traces ou si ça permettait pas de le dire, s'il y en avait. Les légistes, ils peuvent pas dater la mort. Ils savent pas si elle a été déposée là-bas ou si elle a été tuée sur place. Et si elle a été tuée autre part et qu'elle a été déposée là-bas, ils savent pas quand. Voilà. Donc c'est dur à déterminer ce qui s'est passé exactement. Détail à retenir, Anaïs, elle n'est plus porteuse de son anorak, de ses bottes et de son cartable. Suite à la découverte du corps, il y a une certaine médiatisation et il y a même des émissions comme Témoin numéro 1 qui sortent. Et là, c'est le retour des corbeaux. Alors, il y a plusieurs lettres qui sont envoyées, notamment une qui est envoyée le 1er octobre 91 à Jean-Pierre Foucault, et dans laquelle le corbeau il revendique le meurtre d'Anaïs. Et aussi, il parle d'une agression qui a eu lieu à Sainte-Savine en 1974, c'est-à-dire bien longtemps avant. Et dedans, il donne des détails sur cette agression qui n'avait pas été rendue publique, que seul l'auteur et la victime connaissaient. Alors, bon, ça c'est à prendre avec des pincettes par exemple, parce que, ok, bien sûr l'auteur et la victime le savent ce qui s'est passé. Mais par exemple, la victime, si elle s'est confiée à des gens, un exemple, elle avait une nouvelle petite amie, et elle s'est confiée un soir où elle avait un coup de blues ou quoi, elle a raconté l'agression. Elle a donné des détails. Et après ça a pu faire le téléphone arabe. Et là du coup il n'y a plus que l'agresseur et que la victime qui sont au courant des détails. Enfin bref. Voilà, il y a eu d'autres lettres qui ont été envoyées à d'autres animateurs aussi. Notamment à Jacques Pradel. Dans une des lettres qu'il a envoyées à Pradel, il dit avoir agi avec un complice. Bon, passons maintenant aux suspects. En commençant par celui qui paraît le plus probable apparemment, qui est le grand-père d'Anaïs. Alors, le grand-père d'Anaïs, c'est qui? Il s'appelle Bernard Ridvieg. À l'époque, il travaillait pour la Matmut et pour EDF en même temps. Il avait ses locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble où vivait Anaïs. Il n'a pas d'alibi dans les heures de la disparition, etc. Et c'est un monsieur assez bizarre. Alors, bon, comme je vous l'avais dit, c'est le père adoptif de la mère d'Anaïs. Et apparemment, il aurait fait des attouchements à la mère d'Anaïs quand elle était petite.
il y a eu des descentes chez lui, ils ont retrouvé des photos de la mère d'Anaïs quand elle était jeune, où il y avait des annotations dessus, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a eu une reconstitution par rapport à l'enlèvement d'Anaïs, où il a été très bizarre. Et il y a d'autres détails qui pointent vers lui, mais en même temps, on peut pas vraiment dire que ça pointe vers lui, parce que si vous voulez, le corbeau qui a envoyé une lettre dans laquelle il parlait d'une agression de 1974, parmi les détails qu'il y avait, j'aime pas parler de ça, mais dans l'agression, l'auteur il s'était fait uriner dans la bouche. Ça s'appelle le londinisme. Et apparemment le grand-père il est adepte de ça. Voilà, donc ça c'est déjà un point en commun avec des trucs qui sont peu communs justement. Après il y a d'autres détails qui pointent vers lui, mais bon c'est pas vraiment discriminant parce que bon, les experts qui ont expertisé les lettres, ils disent que dedans il y a des traces d'alsacianisme. Apparemment une façon de parler qui est propre à l'Alsace. Mais vu que les faits ils ont eu lieu là-bas, ça peut être n'importe quel Alsacien, ça serait pareil. Après, bon, ils pensaient que l'auteur des lettres il pouvait travailler dans l'administratif parce que il y aurait des machines à écrire un peu professionnelles qui auraient été utilisées pour les taper les lettres. Après, bon, il y a aussi le fait qu'il y a des fautes d'orthographe, mais ils pensent que en fait l'auteur il est très lettré et qui fait exprès de faire des fautes pour brouiller les pistes. Voilà. Alors il y a des linguistes tout ça aussi qui en ont déduit que le grand-père pouvait être le corbeau et que la mère elle aurait pu participer. Mais bon, on se demande bien pourquoi il se serait amusé à faire ça. D'accord, ça peut être pour brouiller les pistes, mais s'ils sont vraiment intelligents, ils savent qu'au contraire ça peut donner des éléments pour qu'ils soient confondus aussi. Voilà. C'est pas une bonne tactique, au plus il y a des trucs qui arrivent, au plus il y a des chances que ces éléments ils permettent de confondre quelqu'un. Voilà, et bonne question, c'est est-ce que le corbeau est l'auteur du meurtre? C'est surtout ça. De ce qu'on en sait, le corbeau il a rien dit dans les lettres, il n'a pas donné de détails sur le meurtre d'Anaïs qui était inconnu du public, etc. Donc voilà, ça peut être n'importe quel calu, comme il y en a beaucoup dans les affaires comme ça, qui veut faire l'intéressant ou qui... Voilà, il a pu peut-être violer la fille en 74, mais il est peut-être pas impliqué dans le meurtre d'Anaïs. Parce que cette agression là, en 74, elle n'a pas été inventée. Voilà, ça c'est pas un gars qui a inventé un bobard pour se faire remarquer, c'est une vraie agression qui a vraiment eu lieu. C'était une petite qui avait été envoyée par sa mère à une épicerie qui avait été enlevée. Les enquêteurs ils ont retrouvé cette affaire, ils ont retrouvé la victime. Seulement elle ne reconnaît pas Riedwig. Donc voilà déjà ça. Bon après sinon ce cas qui pointe vers lui, il y a qu'il a essayé en fait de demander à des témoins de faire changer leur version. En gros. Voilà. Bon si vous voulez des détails exacts et tout, moi je suis pas là pour vous raconter bêtement tout ce qu'il y a dans les médias. Ce qui est déjà dans les médias, si vous voulez creuser, vous regardez. Moi ce que j'essaie de faire c'est de trouver des nouvelles pistes. Répéter bêtement ça sert à rien. Mon but c'est d'essayer de trouver qui c'est qui a fait le coup, qui a tué cette petite Anaïs. Donc là je vous ai fait un résumé, vite fait. Il y a encore quelques personnes qui ont été investiguées, je vais vous les dire. Il y a Jean-Pierre Treiber qui avait été investigué. Lui c'est pas un criminel sexuel à ce qu'on sache, c'est pas un pédophile ni rien. Il a tué la fille
de Roland Giraud et une fille qui vivait avec elle. Mais ce cas, c'est qu'il habitait 11 rue Chalampé à Mulhouse avec sa femme. Et que c'était pas loin de la rue de Zurich. Voilà, donc ils ont investigué lui. Ils ont investigué Dutroux. Il y a Holm qui a été cité. Et il y en a un qui est par contre plus intéressant. Un serial killer qui est pas trop connu, sur lequel il n'y a quasiment rien dans les médias. Ça fait bien longtemps que j'essaie d'en savoir plus sur lui, mais il n'y a que dalle sur lui dans les médias. C'est Michel Stokes. Voilà, Michel Stokes, qui c'est en fait un gars d'origine belge qui était installé aux Pays-Bas et il a été condamné pour avoir tué 3 enfants. Donc lui c'est suspect, c'est pas n'importe quoi. Et ce cas, c'est que en fait il était trucker et il passait par l'Alsace lors de ses livraisons. Voilà, donc lui c'est un beau suspect. Lui, donc comme je vous ai dit, il est passé par l'Alsace et en plus il empruntait le col de Bussang, là où elle a été retrouvée la petite. Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Il aurait pu l'embarquer dans la ville à Mulhouse là-bas. Et après prendre la route, faire ce qu'il avait à faire, et après s'arrêter dans le col, garer le camion sur le côté, monter pour que ça cache, pour que ça cache ce qu'il allait faire quand il allait monter. Après monter sur le côté par le petit chemin qui menait derrière le mur là-bas. Et déposer le corps. Mais bon. Voilà, apparemment ils disent que les pierres et tout, elles étaient disposées un peu comme si c'était un mausolée. Un peu comme si c'était genre quelqu'un qui la connaissait, qui avait voulu lui faire une genre de tombe, un peu quelque chose d'un peu respectueux, tout ça. Bon, si ça c'est vrai, ça m'étonnerait que Michel Stokes ait fait ça, pardon. Parce que... Mais sinon, c'est sûr, c'est un beau suspect. Et pas que dans cette affaire. Vous pouvez déjà le mettre dans l'affaire Soltysiak, Carole Soltysiak, que j'ai traitée il n'y a pas longtemps, qui est une des disparues de la 6. Et même dans certaines disparues de l'Isère. Parce que bon, si vous écoutez le seul reportage en français où il parle de lui, il y en a un ou deux où il est cité, ils disent qu'il est sorti en 88, mais j'ai déjà des informations, j'en attends d'autres qui doivent venir, mais il était sorti de Plus belle lurette en 88, et dans les années d'avant en plus, il s'était évadé de l'HP où il était. Alors vous pouvez le mettre peut-être sur des meurtres de l'Isère, là, des disparus de l'Isère, notamment la disparition de Sherazade Bendouyou. Mais ça on verra, on y viendra. Dès que j'aurai plus d'informations, je vous ferai une vidéo sur lui parce que ça vaut vraiment le coup. Bon, malheureusement, lui il est mort, mais voilà, c'est... J'espère que si c'est lui qui a tué la petite, ça se saura un jour. Bon, après, il y a Van Geloven qui avait été investigué aussi. Van Geloven, il part en prison en 91, mais c'est à la fin de l'année 91. C'est en novembre 91 qu'il a été incarcéré. Donc, janvier 91, il était encore libre. Il était à Saint-Dizier, ce qui n'est pas à des années-lumière de l'Alsace, sans que ce soit vraiment proche non plus. Mais bon, il bougeait beaucoup, Van Geloven. Voilà, lui il a été investigué dans l'affaire, apparemment sans rien donner. Après on a Fourniret, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est qui pourrait faire que Anaïs Marseilly se retrouve sur la liste de l'OCRVP? Fourniret, à part qu'il a fini en cellule à Ensisheim, je ne lui connais pas de point d'attache en Alsace. Donc
pourquoi il est soupçonné dans cette affaire. Ça peut être déjà tout simplement parce qu'ils veulent refermer cette porte pour être sûr que Fourniret et Olivier ne sont pas allés vadrouiller là-bas. Après, il y a d'autres éléments que s'il faut, c'est un rapprochement qui a été fait par Anacrim ou par le Salvac qui l'ont mis là-bas dedans. C'est que Anaïs Marcelli, elle disparaît en rentrant de l'école. Isabelle Laville, la première victime connue de Fourniret, a disparu en rentrant de l'école. Estelle Mouzet a disparu en rentrant de l'école. Donc il y a ça déjà. Après, comme je vous l'ai dit, elle avait plus son cartable, ses bottes, etc. Alors ça, c'était un élément qui, soi-disant, pointait vers le grand-père. Parce que le scénario, c'était qu'elle serait arrivée et elle se serait enlevé les chaussures, le blouson, etc. Et qu'après, le grand-père, il aurait fait quelque chose. Mais bon, si elle avait été séquestrée dans un domicile par quelqu'un, dans tous les cas, il aurait fait lever le blouson au moins. La personne n'aurait pas séquestré un enfant pour le laisser habillé avec le blouson, etc. Donc ça peut pointer vers le grand-père, mais ce qui pointe vers Fourniret, c'est que Fourniret, il a déjà ramené le cartable d'une de ses victimes. Et il était parti, entre guillemets, chasser, comme il disait. Il est tombé sur Céline Saison en 2000. Elle sortait de l'école aussi. Et il l'a enlevé, après il l'a tué. Et il a ramené le cartable à Olivier. Olivier n'était pas avec lui sur le coup. Et le soir, ils se sont amusés à vider le cartable, à regarder les photos de Céline Saison, tout ça. Fourniret, c'est quelqu'un qui embarque des trophées. Donc ça peut être lui qui a embarqué les effets personnels de Anaïs. L'autre détail qui peut laisser penser que c'est Fourniret, c'est pas assez discriminant, mais c'est un autre détail qui s'ajoute. C'est qu'il n'y a pas de traces d'agression sexuelle sur la victime et que lui, il avait des problèmes d'érection. Voilà, mais ça c'est un point commun qu'il a avec le grand-père aussi. Le grand-père, il n'avait pas d'érection non plus. Donc ça, c'est deux suspects qui ont ce point commun là. Après, au niveau de Fourniret, le fait qu'il sévissait souvent avec Olivier, elle a pu faire la part. Ce qui aurait fait que Anaïs n'aurait pas eu peur, qu'elle n'aurait pas crié, etc. Olivier, elle aurait fait comme ils ont fait avec la petite Elisabeth Brichet. Il aurait dit tu sais pas où c'est qu'il y a un docteur, etc. Monte vite, j'en ai besoin pour mon enfant et tout ça. Anaïs, elle serait montée dans la panique et voilà, il l'aurait embarqué. Donc voilà au niveau des Fourniret. Maintenant, de personnes qui ne sont pas citées dans l'affaire, que j'ai essayé un peu de creuser, j'en ai plusieurs. Mais j'ai rien de sûr, bien évidemment. Le premier sur lequel j'ai des doutes, c'est Francisco Arce Montes. Parce que Francisco Arce Montes, en 91, il est expulsé de l'Allemagne. Il était à Fribourg, qui se situe à 50 bornes de Mulhouse. Il est expulsé vers son Espagne natale. Le problème, c'est que je ne sais pas si l'on renvoyait en avion, si c'était vraiment un truc, une expulsion forcée, ou s'il lui a signifié qu'il fallait qu'il quitte le territoire. Et voilà, je ne sais pas si c'était une expulsion forcée, s'ils l'ont pas déposé à la frontière. Parce qu'ils ont pu l'expulser, le mettre à la frontière et qu'ils se sont retrouvés à Mulhouse. Enfin, à la frontière française et qu'après ils soient allés traîner à Mulhouse. Ça, ce serait bon de le savoir.
Voilà, parce que s'il a été reconduit à la frontière, ce que je dis là, c'est possible. Bon, enfin, on n'a pas ce détail. Après, qui on avait d'autres? Il y avait Reiser qui cochait pas mal de cases. Ça aurait pu expliquer pas mal de trucs. Déjà qu'il est, bon, il est en Alsace. Seulement, voilà, seulement le problème c'est qu'à cette époque-là, justement, il n'est pas en Alsace. À cette époque-là, théoriquement, il est en Corse, à Bastia, et il est remonté qu'après en Alsace. Il serait remonté à partir de mars, donc après le meurtre. Mais est-ce que ça, cette histoire de mars, c'est une erreur, qu'en fait il est remonté plus tôt et qu'il a tué la petite Anaïs? Bon, j'ai des doutes, parce que Reiser, on regarde les victimes qu'il a fait avant, il n'y avait pas d'enfants. C'était juste des femmes, à ce qu'on en sait pour l'instant. Il n'y avait pas d'ado prépubère dedans. Donc, lui, il faut pas trop compter dessus. Après, j'ai un autre gars qui est troublant. Et un gars, justement, bon là récemment, il y a des nouvelles choses qui sortent dans l'affaire McCann. Et mon suspect, là, c'est un gars qui habitait en Espagne, mais qui est d'origine suisse. Il a été investigué dans l'affaire McCann, il est très peu connu. Mais ce cas, c'est que lui, il aurait quitté la Suisse en 90, donc ça colle pas. Mais après, il a très bien pu remonter de l'Espagne en Suisse pour une raison ou pour une autre, pour voir sa famille ou n'importe quoi. Et bon, là, il y a des détails troublants. Et ce cas, c'est que là où il habitait en Suisse, près de Saint-Gall, ça le faisait passer par Mulhouse à l'époque, pour aller en Espagne. Ce gars, les points communs qu'il y avait, c'est que sa victime, pareil, il n'y avait pas de traces d'agression sexuelle non plus. C'est la police qui en a déduit qu'elle avait été victime d'un crime sexuel, mais il n'y avait pas de traces. Aussi, bon, son logement en Suisse, il était à 160 km de Mulhouse. Mais c'est pas ce que je veux dire. Moi, je pense que s'il avait fait le coup, c'est sur la route en allant quelque part. Ou en descendant en Espagne, ou peut-être en allant en France, n'importe où. Mais ce gars, il est soupçonné dans de multiples affaires à travers l'Europe. Mais de toute façon, dès que je pourrai, je vous donnerai le nom, je vous donnerai plus d'informations sur ça. Quoi qu'il en soit, il a été investigué dans la disparition de Maggie McCann dans les mois qui ont suivi sa disparition. Et dans les articles où il parlait de ça, justement qu'il était investigué dans cette affaire, à l'époque, il parle déjà d'un van blanc. En 2007, quelques mois après que la petite elle ait disparu. Van blanc, ça ramène direct vers Bruckner. C'est pour vous dire qu'il aurait dû être soupçonné depuis le début. Je vous dis ça parce que là, comme il y a des trucs qui sont sortis sur l'affaire récemment, je me suis relancé dans la bataille contre des anti-McCann sur Twitter. Que d'ailleurs, si vous avez Twitter, venez me rejoindre, abonnez-vous. Et si vous pensez que ces gens la harcèlent des parents d'un enfant disparu, ces gens ils ont pas de figure, je vous le dis. Ils mettent une pression à des parents que leur enfant il a disparu depuis 15 ans. Ils les accusent publiquement de l'avoir fait disparaître, alors qu'ils ne peuvent pas l'avoir fait disparaître matériellement ni rien. En plus là il y a un suspect crédible qui a dit savoir des choses, etc. Et ces gens ils continuent. Alors si vous voulez, vous venez avec moi là-bas, sur Twitter. Et on va les mettre face à leurs contradictions. Mais de toute façon, j'ai commencé à le faire. Ils adoptent leur technique habituelle. C'est-à-dire, ils vous disent n'importe quoi, ils vous parlent des PJ Files, pour ceux qui connaissent. Vous leur mettez des faits sous le nez, qu'est-ce qu'il faut? Ils répondent en disant n'importe quoi, et ils vous bloquent afin que vous ne puissiez pas démontrer qu'ils disent n'importe quoi. Bon, enfin bref, ce gars-là, c'est un beau suspect donc dans l'affaire de la petite Anaïs Marcelli.
Et pareil dans la disparition dans le meurtre pardon, de Carole Soltysiak aussi. Et dans toutes les affaires de disparition de la 6 ou de l'Isère, parce que c'est une route qu'il devait fréquenter. Quand il a été confondu pour le meurtre de sa petite victime, ils ont fait une descente dans sa maison chez lui en Espagne et ils ont trouvé des photos d'enfants. Bon, je sais pas si c'est des photos illégales ou pas, mais il y avait des photos d'enfants qui ne faisaient pas partie de son entourage et dont à l'époque ils n'avaient pas trouvé d'identité. Peut-être qu'entre temps ça a été fait, mais à l'époque il y avait toutes ces photos avec des enfants et tout, ils ne savaient pas d'où ça sortait, qui s'était ignoré. Et notre dernier suspect potentiel, c'est un qui pour moi saute aux yeux, pour plusieurs raisons. Premièrement, il est alsacien, il vit à Strasbourg. Deuxièmement, c'est une tueur d'enfants aussi. Les victimes qu'il a faites, il les avait faites par étranglement comme la petite Anaïs. Et c'est un corbeau aussi, il avait appelé ses victimes par téléphone. Donc là on avait vu que la famille de Anaïs elle avait été jointe par téléphone, qu'il y avait eu une demande de rançon, etc. Donc tout ça peut coller. Et c'est Nicolas Charbonnier. Alors Nicolas Charbonnier, il quitte Strasbourg en 91, selon certaines sources, en 92 selon d'autres. J'ai plus tendance à croire les sources qui disent 92, pourquoi? Parce que c'était des journaux locaux, c'était des journaux là-bas de l'Alsace, etc., l'Est républicain, tout ça. Des gens qui étaient allés sur place, qui avaient interrogé des gens de l'entourage, etc. Mais dans tous les cas, même admettons qu'il est parti en 91, étant donné que la petite Marseille elle a été tuée le 14 janvier, ce serait vraiment pas de bol que Charbonnier soit parti avant le 14 janvier. Voilà, on peut se dire que même s'il est parti en 91, le 14 janvier il était encore en Alsace. Voilà, donc lui je sais pas s'ils l'ont investigué ou pas, mais c'est vrai que c'est troublant. Voilà. Si c'est pas le grand-père qui a fait le coup, c'est parmi tous les gens que je vous ai cités là, c'est une des plus crédibles pour moi. Voilà, alors c'est dommage qu'il n'y a pas eu d'arrestation dans cette affaire. Avec l'évolution de la police scientifique, ils ont sorti des ADN, notamment sur les lettres qu'avait envoyé le corbeau. Là c'est sûr que c'est l'ADN du corbeau parce que c'est là où il avait léché pour fermer la lettre. Ils ont sorti aussi de l'ADN qu'il y avait sur la jupe de la petite, sur le débardeur, sous ses ongles. Il y a un ADN masculin et un féminin sur une pull à elle. Les ADN, ils matchent pas le grand-père, l'ADN masculin qu'ils ont, ni sur les affaires, ni sur les lettres. Ils sont dans le FNAEG, mais ils matchent personne. Donc, ça peut dire, bien sûr, que c'est la piste d'un local qui n'a jamais été arrêté, etc. Ça, je le cite même plus parce que c'est logique, c'est pas la peine de le dire, que ça peut être un gars qui n'est pas condamné, qui n'est pas connu, qui n'est pas ci, qui n'est pas là. Nous, on pourrait rien faire à ce niveau-là si c'est personne de connu. À part passer un appel à témoins et que ça donne quelque chose. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse si le gars il est jamais apparu nulle part? Enfin bref. Ils ont même essayé d'investiguer Raymond Guardo dans cette affaire. Ces dernières années, ils le mettent dans tout et n'importe quoi, Guardo. Et Fourniret, ils avaient essayé de faire l'ADN de parentèle avec des prélèvements qu'ils avaient fait dans la camionnette. Ils avaient pris l'ADN de la mère de Anaïs, ils avaient pris des prélèvements qu'ils avaient fait dans la camionnette de Fourniret. Ça avait rien donné. Seulement la camionnette, en 91, ils l'avaient pas, parce qu'ils l'ont acheté en 96.
Alors ce cas, c'est qu'ils avaient pris des coussins, etc., des affaires qui étaient dans leur précédent véhicule et qu'ils avaient mis après dans Jojo, dans leur camionnette Jojo. D'accord. Mais bon, ils avaient quand même pas ce véhicule-là. Donc c'est sûr qu'ils n'allaient pas retrouver l'ADN, par exemple, je sais pas moi, vraiment dans des recoins de la camionnette. Si l'ADN de la petite il n'était pas sur des coussins ou quoi, c'était forcé que c'était cuit. Mais ça veut pas dire qu'un jour ils ne le retrouvent pas autre part. Il manque toujours ce blouson, il manque toujours les affaires d'Anaïs. Ça se pourrait qu'elle soit retrouvée et que l'ADN des Fourniret se retrouve dessus. Ça c'est une possibilité aussi. L'ADN de Fourniret ou de n'importe quel taré là que j'ai cité. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment que justice lui soit rendue à cette petite. Parce que là, ça fait 31 ans que ça s'est passé, ça. Que celui qui a fait le coup, il est là à se balader. Il n'a pas payé pour ce qu'il a fait. C'est honteux. Voilà, ça fait de la peine, ça c'est... Elle et Carole Soltisiak, c'est les deux affaires les plus vieilles. Et elles font partie les deux des victimes les plus jeunes. Et j'espère que toutes les victimes auront un jour que justice sera rendue pour elles. Mais particulièrement pour ces enfants là qui étaient vraiment en bas âge. Là c'est écœurant. C'est pour ça que je voudrais passer un appel à témoin, que si quelqu'un sait quelque chose, parlez. Parce que là c'est très 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 grave. Faut pas que la personne qui a fait ça le s'en tire à bon compte. Elle a déjà pu vivre sa vie pendant que ses enfants ils étaient au cimetière. Alors voilà, là c'est la dernière chance pour qu'ils payent. Donc parlez. Voilà, on est arrivé au bout de la liste qu'a dressé l'OCRVP. Ça a pris presque un an. Heureusement que les affaires qui étaient connues sur cette liste, j'avais déjà des archives que j'avais plus qu'à faire des mises à jour. Sinon au moins les autres, ça, voilà, ça vous fait découvrir des affaires qui sont pas connues. Et ça va bientôt faire un an que le maire 2, là, Michel Fourniret, il est mort. Voilà, le 10 ça fera un an. Je vais publier une vidéo, je vais tout faire pour que ce soit ce jour-là. Je vais publier une vidéo pour faire un peu le point sur toutes ces affaires là. Voilà, une petite update. Parce qu'il y a une affaire qui a été résolue. Il faudra parler aussi des préjugés qu'il y a dans l'affaire Fourniret. Voir un peu les autres enquêtes où elles en sont. Par rapport à la petite Mouzin, tout ça, les recherches de la petite Mouzin, de Lydie Loger, tout ça. Qu'on n'entend plus parler d'ailleurs. Voilà, et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. C'est que toutes les recherches que je fais par rapport à l'affaire Fourniret depuis des années, ça n'a pas été pour rien. Voilà, mais abonnez-vous et aussi aux réseaux sociaux. À Facebook, à Twitter. Là, mettez un like et abonnez-vous. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.